Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour cette semaine après une petite semaine d'absence due à des problèmes techniques. Malheureusement, la technique n'a pas suivi notre rendement exceptionnel d'une émission par semaine. Aujourd'hui, émission spéciale car c'est le premier monument de la saison. Et pour m'accompagner ce soir, Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut Nathan, bonjour à toutes et tous. Eh ben, ça va en pleine forme. Après, j'ai fait quelques réserves pour affronter le long premier monument de l'année que j'attends avec impatience parce que on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais même s'il y en a beaucoup qui trouvent cette course longue et compagnie, bah moi c'est un de mes monuments préférés. Vraiment, j'adore me poser devant cette course et puis, sentir la tension qui monte à l'entrée, sur le petit virage à droite pour prendre le podio. Donc, voilà, on va décortiquer tout ça et je suis impatient d'être à samedi. Alors, ce week-end, Milan-San Remo, la Primavera, comme tu disais, premier monument de la saison, monument italien. Alors, une course qui pourrait paraître plutôt tranquille sur les 200 premiers kilomètres et puis qui petit à petit va s'enflammer jusqu'à ce fameux Poggio pour arriver après une descente sur San Remo. Et là, soit un groupe qui vient se régler à 5, 6, voire une dizaine de coureurs, soit une échappée victorieuse qui serait partie soit dans le podio, soit dans la descente, ou alors un groupe avec des sprinteurs qui sont passés et puis on se règle en costaud. Selon toi, Adrien, quels sont les points clés de ce Milan-San Remo ? Donc oui, bah, Milan-San Remo, donc le parcours, a pas changé ces dernières années. Toujours, la plus longue, course de la saison, 293 kilomètres au programme, pour samedi, avec, surtout la partie, finale qui est intéressante, à regarder et là où tout se décide. Donc on a déjà un enchaînement, avec, les capis, donc le Capo Mele, Capo Servo, Capo Berta. Donc cet enchaînement de 3 petites bosses le long de la mer qui quand voilà, quand le peloton arrive à ce moment-là, déjà on rentre dans les choses, sérieuses, et les 50 derniers kilomètres de Milan-San Remo. Moi, en général, c'est à partir de ce moment-là que j'aime bien me mettre devant la télé pour commencer à ressentir un petit peu l'atmosphère de la fin de course et la tension qui monte tout doucement et la course au placement aussi, qui est hyper important. On voit les grosses équipes se relayer à l'avant et ramener les leaders. Après cet enchaînement, il y a la Cipressa, donc qui est l'ascension la plus difficile, de Milan-San Remo. Elle est pas insurmontable, hein, pour des coureurs pros. Maintenant, ils la montent toute blinde, surtout, quand il y a un vent dans le dos et il y a des chances que ça soit comme ça, samedi. Elle est située à Hem, combien de kilomètres de l'arrivée ? alors du coup, le sommet, il est à 23 kilomètres de l'arrivée. Donc je crois que la côte fait 5 kilomètres à peu près. Ok. Donc donc voilà, du coup, maintenant elle fait plus la différence, comme elle a pu le faire par moment. C'est une côte qui a été rajoutée, après le Poggio. Le Poggio, il a été rajouté en 60 et pour remettre encore un petit peu de difficulté les années suivantes, la Cipressa a été rajoutée. Mais voilà, maintenant, c'est vrai qu'elle sert à user les coureurs en fin de course parce que, ils arrivent au pied de la Cipressa après 265 kilomètres. Donc forcément, à ce moment-là, on doit en avoir plein les jambes. Je Puis sais pas, ça j'ai monte jamais fait à, d'aller-retour. à toute balle généralement. Ouais, ouais, ça monte à toute balle. C'est là où les équipiers sont encore relativement frais. Il y a des équipiers, leur boulot, c'est se sacrifier dans la Cipressa pour que le leader puisse, et les sprinters surtout, puissent être, à peu près bien placés et frais pour aborder la descente. Heu, voilà, après il y a un petit replat, hein. On a déjà vu, Nibali attaquer dans la Cipressa, c'était bien avant sa victoire, mais se faire, voilà, galérer après, sur le plat tout seul parce que maintenant le peloton, il y a encore, plus de 100 bonhommes qui roulent et puis, on arrive au Poggio et là le Poggio, il reste 10 kilomètres. Il y a ce virage à droite sur cette petite route et c'est parti pour une ascension, qui est pas difficile, mais elle intervient après plus de 280 kilomètres et c'est, maintenant, là que la différence, se fait dans Milan-San Remo depuis ces dernières années, hein. J'ai Alors, oublié de parler, oui, ouais, vas-y.
L'année dernière, on a vu Caleb Ewan tenir alors qu'on s'y attendait pas forcément. Est-ce que tu penses que ce Poggio est vraiment encore capable, aujourd'hui avec les sprinteurs qui se présentent, de faire vraiment le travail? Par exemple, on va en Hem, parler là cette année, on a un ogre qui mmh, arrive sur cette course-là, hein, monsieur ouais. Pogačar. Est-ce que tu penses que clairement, un coureur très explosif peut faire une réelle différence et lâcher des gros sprinteurs dans cette côte? Oui, je pense. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de comment la course, se déroule, avant. Heu, Ça dépend, par exemple, alors ces dernières années, il a fait beau, mais on se souvient de l'édition en 2013, où il neigeait, il pleuvait. Ça, c'est des conditions qui rendent la course difficile. Donc du coup, ça permet aussi de fatiguer encore plus les organismes et les différences peuvent se créer, sur le Poggio. Là, oui, je pense encore que le Poggio, il peut faire la différence parce qu'il y a toujours ce truc de il intervient après plus de 280 kilomètres et ça fait une différence, pour les coureurs. Après maintenant, c'est vrai comme tu l'as dit, Caleb Ewan, bah, il a bossé, l'effort, d'être bon pendant, entre une petite dizaine de minutes pour pouvoir recoller à la Philippe et Van Aert. Donc je pense qu'il peut encore faire la différence, ouais. OK, très bien. Alors, la grande question, c'est Milan-San Remo, plutôt un monument pour sprinter ou pour puncher ou même pour coureur de classique en règle générale? Et bah, ça, c'est la grande question. Je serais bien en peine de te répondre, c'est aussi ce qui est intéressant avec ce monument-là, hein, c'est que, bah, on dit souvent que c'est une loterie. C'est-à-dire que, bah, il f c'est pas le plus fort qui l'emporte, il faut avoir de la réussite, il faut sentir aussi la course par moment et bah, ça, en général, ça ouvre les possibilités à n'importe quel coureur. Il faut que ce soit un coureur, de toute façon, endurant qui après, dans la 7e heure de course soit performant, ça c'est clair. C'est quand même bien d'aller vite au sprint Ouais, une pour bonne gagner petite Milan-San pointe de Remo. vitesse, c'est pas de trop, hein. Ça aide, hein, parce que finalement, bon, il y a Stuyven et Nibali qui sont arrivés tout seuls ces derniers temps. Mais sinon, voilà, il faut toujours savoir sprinter, que ce soit en gros groupe ou en petit comité. Alors, pour répondre à cette question, Adrien, nous avons prévu de dévoiler certains coureurs et on va commencer par nos favoris. Alors, Raph n'étant pas là, lors de notre dernière preview, on avait fait un favori chacun. Là, on va se permettre de faire 2 favoris chacun. Je te laisse commencer. Et bah, je vais commencer par le favori qu'on a en commun. On Ouais, va on va dévoiler tout ça. Heu, Bah, c'est difficile de le pas mettre en favori vu son début de saison et son hiver aussi, c'est Wout van Aert, heu, qui est quand même hyper impressionnant depuis le début de la saison. Heu, pour moi, c'est le grand favori de Milan-San Remo parce qu'on sait qu'il peut attaquer dans le Poggio, il peut sortir dans le Poggio, tout seul, il peut sortir avec un groupe dans le Poggio et le régler au sprint et il peut même, s'il y a encore 50 gars, qui arrivent pour la gagne et bah, régler gagner tout le le monde au sprint. sprint, ouais, carrément. Voilà. Est-ce que ce serait pas un peu le coureur ultime pour cette course ou de Van Aert si tout se passe bien? Si, mais Peter Sagan a été pendant longtemps le coureur ultime pour cette course, un Ouais, peu sur le même profil et il a c'est jamais vrai. réussi à la gagner. Donc Comme quoi. ouais, ouais, mais Milan-San Remo, c'est vraiment une course où, tu beau être le meilleur, hyper fort, puncher, sprinter, bah, si tu pas de réussite, tu gagnes pas, quoi. Maintenant, c'est comme ça aussi que se gagne Milan-San Remo. C'est vrai Donc que moi gros favori, mais je le vois bien Wout van Aert. Comme tu l'as dit, il a fait un hiver de fou en cyclo-cross, hein, on va pas se mentir. mmh, Il a repris la route, on l'a vu tout aussi costaud, lors de sa 1re classique. Derrière, il enchaîne un Paris-Nice de dingue, hein, où il fait, une perf de dingue sur un chrono, qu'on connaît bien, hein. Il est capable aussi d'aller se placer sur les sprints. Il emmène Roglič dans la dernière étape, là, au train, dans la dernière bosse, enfin dans le dernier col, enfin voilà, hein, comme le bon vieux Wout van Aert capable d'emmener tout le monde, dans l'école sur le Tour de France pour Jumbo. Moi, il me paraît déjà ultra affûté et je me dis que cette année, surtout qu'Alaf n'est pas là, Van der Poel n'est pas là non plus, c'est peut-être bien la bonne année pour lui, quoi. c'est vrai que ça fait 2 gros concurrents en moins pour lui donc après voilà, il va avoir la pancarte, hein.
Ah ça, c'est Clairement, il sûr, va ouais. avoir la pancarte. Donc, dans le Poggio, ça va être, la roue à prendre parce que je pense que voilà, la Jumbo va arriver avec une belle équipe avec Laporte et Roglic. Mmh mh. Roglic, il a clairement dit qu'il était là pour aider, Van Aert à gagner. Donc si Roglic, il commence pleine balle le Poggio pour lancer Van Aert, va falloir bien se placer dans la Ouais, roue du ouais, champion c'est de clair. Belgique, hein. C'est clair. Alors, on a un deuxième favori à dévoiler et là, pour le coup, on n'a pas le même. Alors, je te laisse commencer par le tien, on va en discuter un peu et puis après je dévoilerai mon favori un petit peu de dernière minute. Ah, exactement et ben moi, mon deuxième favori, c'est Tadej Pogačar. Heu, Mmh. Pogačar parce que Pogačar en 2022 quoi. C'est juste, incroyable à quel point quand il a envie de gagner, bah, il va gagner. Je crois qu'il attend aussi avec impatience, de courir, Milan-San Remo cette année. Mmh mh. Il y avait déjà participé non, c'était en 2020. Voilà, il termine 12e. Bon, l'année dernière, il a gagné les 2 monuments auxquels il a participé, hein, Pogačar, donc il y a des et au niveau stats, c'est quand même pas mal. 5 monuments participés, 3 podiums, donc donc ouais, non, puis bon, il est juste intouchable depuis le début de saison. Il y a sa démonstration au Strade Bianche. Heu et tu vois, je me demandais, en le mettant favori, est-ce qu'il va essayer, mais le truc, incroyable où ils vont essayer de rouler très fort sur les capis et de partir dans la Cipressa, Mmh mh. ou alors de mettre une grosse mine dans le Poggio et hem et partir finir à bloc, Bah, je sais pas où il va tenter, mais il va tenter, ça c'est sûr. à la Pogacar, on aurait tendance à dire qu'il va partir dans la Cipressa, quitte Mmh, à partir avec un petit groupe et derrière de toute façon Pogacar, on l'a déjà vu, en fait, il s'en fout, hein. S'il faut rouler, il roule, peu importe avec qui il emmène les mecs, il a confiance ouais, sur sa pointe de vitesse au sprint. On voit qu'il est pas dégueulasse après c'est plus de clair. 250 bornes de course Ouais. donc voilà, il aura pas la pression. Par contre, moi aussi, tu vois, j'ai réfléchi un moment à le mettre en favori. En fait, ce qui est terrible avec Tadej Pogacar, c'est que le mettre en outsider sur une course à laquelle il participe en 2022, c'est presque lui faire offense. Mais en même temps, quand je vois Milan-San Remo, je me dis: «Putain, je peux pas le mettre en Ouais. favori». Pour moi, Mmh c'est plutôt le mec qui vient et tu dis: «Bah, c'est un outsider extrêmement mh. sérieux, mais c'est pas non plus son type de course». Mmh mh. À tous les coups, les sprinters sont capables de tenir dans le Poggio, sont pas tant fatigués. Et bon, Pogacar, même s'il est rapide, je le vois pas non plus aller régler, un Van Aert, un Pedersen, dont on parlera peut-être dans quelques secondes. Mais enfin voilà quoi, je veux dire, c'est Oui, oui. donc c'est clair que je pense que mais après enfin, j'allais dire sa Bah, chance de gagner, c'est la Cipressa, mais en fait, vu ce qu'il nous montre cette année, vu comme il éclate tout le monde, enfin les Strade Bianche, on se disait: «Il va être capable de lâcher tout le monde dans la dernière montée parce que ce sera le plus frais et le plus fort». Résultat, il attaque à 40 bornes de l'arrivée, il éclate tout le monde. Donc heu, donc en mais fait, ça se trouve, c'est pas la même physionomie de course quand même. Enfin, non, Milan-San Remo, c'est c'est vrai. vraiment la seule classique maintenant, qui se décide à la fin et Mmh mh. on n'a pas de scénario, bah, voilà, alors on n'a pas parlé du col qui est au milieu du parcours, le Passo del Turchino, qui est, à plus de 150 kilomètres de l'arrivée. Fausto Coppi, il a gagné en 46 en attaquant dans le Turchino, mais ça c'était en 1946. On court plus Milan-San Remo comme ça, donc j'espère que Pogačar gagnera pas en partant à 150 kilomètres de l'arrivée, parce que sinon là, ça va pas le faire. Bah, pas tout seul quoi, pas tout seul, ce serait bien. Non mais ouais, voilà, je pense quand même que ça va se décider dans le Poggio. Alors, tu nous as parlé de Tadej, moi, je vais vous parler de Mats Pedersen. Alors, j'avais mis en favori, Stuyven, qui pour moi fait un bon début de saison, qui a gagné l'année dernière d'une très belle manière et même s'il aurait peut-être eu une pancarte un peu plus forte cette année avec en étant un peu plus surveillé, je pense qu'il avait de quoi aller réaliser un doublé. Mais alors, pour vous dire exactement le fond de ma pensée, après le Paris-Nice de Mats Pedersen, je me frottais un peu les mains en me disant: «Ouh là là, Mats Pedersen sur San Remo, ça va être quelque chose». Finalement, il le faisait pas et vu que Stuyven de dernière minute a annoncé, son forfait, Mats Pedersen le remplace et moi Mats Pedersen, je le sens très bien. Je l'ai vu super fort sur Paris-Nice, capable d'aller tenir tête à Van Aert, Coquard, dans des arrivées,
où il n'était pas forcément ultra bien lancé, même si Stuyven a fait un très bon travail pour lui, pendant tout Paris-Nice et je le vois là cette année, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un peu moins la pression, qu'il est un peu, décomplexé là, il est bien, je l'ai trouvé bien sur Paris-Nice et je me dis que pourquoi pas? En plus, il sera peut-être pas ultra attendu vu qu'il était pas censé le faire et qu'il arrive un peu la fleur au fusil. Donc Mats Pedersen, c'est mon deuxième favori pour cette édition de Milan-San Remo. Eh ben, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi parce que moi j'adore ce coureur et j'ai trouvé son début de saison et surtout son Paris-Nice, très, très costaud et c'est un gars qui va pas sauter comme ça dans le Poggio, qui a une très grosse pointe de vitesse, ça on a pu le voir, hein, clairement il est au-dessus de Van Aert au sprint là sur ce Mmh. qu'on a vu la semaine dernière. Donc ça, c'est pas n'importe quoi, il sait que lui, si ça arrive groupé et qu'il est dans la ga pour la gagne, c'est hyper costaud. Moi, je voulais le mettre en grand favori et puis, bah, quand j'ai vu qu'il était pas sur la start list, j'étais dégoûté. Je me suis dit: «Mais il est con, il aurait pu il peut gagner Clairement, ouais. et puis il y va pas». Donc là, moi, bah, voilà, je suis content pour lui. Il va peut-être, voilà, remporter la course et je te rejoins sur le fait qu'il a l'air vraiment détendu, en fait. Mmh mh. C'est alors, est-ce que parce qu'il a été, champion du monde en 2019 que personne l'attendait et que du coup maintenant il se dit: «Bon bah, j'aborde avec moins de pression». Il a souvent pas eu de bol sur les monuments parce qu'il est souvent tombé, il a souvent eu de la malchance, et alors que, bah, qu'il arrivait hyper fort sur les courses. Donc voilà, je me dis que ça c'est un bon choix et que ça peut être, l'année de Pedersen pour samedi, puis même, je pense qu'on en reparlera, sur les classiques pavés qui arrivent. Alors, on va donner maintenant nos outsiders pour cette course et je vais attaquer de suite. Écoute Adrien, pour moi, Christophe Laporte est un outsider. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que oui, certainement que Christophe Laporte va être mis à contribution pour Van Aert, qui sera, l'ultra favori. En plus, Van Aert et Roglic l'ont laissé gagner, sa première course World Tour, pardon, en gagnant, l'étape de Paris-Nice. Donc on pourrait se dire que, il va être là pour donner tout pour Van Aert et que du coup, il ne fait pas forcément figure d'outsider. Or, on l'a vu extrêmement fort pendant Paris-Nice, capable de suivre Van Aert et je pense même que sur les autres étapes, si limite il l'avait pas lancé, il pouvait peut-être bien s'imposer au sprint, hein. On voit, il y a une étape où il fait 3 Mmh. juste derrière Van Aert alors que c'est lui le poisson pilote. Et puis, il y a toujours cette possibilité, hein, on parlait de Milan-San Remo, une course dans laquelle, bah, il faut suivre, il faut sentir la course. Moi, je vois bien, le petit coup là, fin de descente, du Poggio, il y a un mec qui attaque là, Laporte il saute dans la roue, ils partent à 2 comme ça. Derrière Van Aert, il dit: «Bah, écoutez, moi je roule pas, Laporte est devant». Les mecs derrière veulent pas trop rouler et puis bon, quand on arrive avec Laporte au sprint aujourd'hui, faut être un sacrément bon sprinter parce que lui, en tout cas, les cannes dans les 500 derniers mètres, il les a. Ouais, c'est intéressant comme analyse. Je pense que ça va vraiment dépendre de la tactique adoptée par Jumbo. C'est-à-dire que, si Jumbo, dit à Laporte: «Tu fais le pied du Poggio à bloc, à Ouais, bloc, ouais, ouais. à bloc», pour que Roglic il ait 500 mètres à faire pour lancer Van Aert qui attaque. Là, ça va pas être possible pour Laporte parce qu'il aura sauté bien avant. Pareil, si on lui demande d'être, bah voilà, là dans la Cipressa ou de mettre un coup de tempo. Mais tu Par verrais contre, pas si l'inverse toi plutôt? bah Genre si Roglic qui justement fait ça à bloc au début et Laporte moi qui est je fe dernier moi maillot? je ferais ça parce que ça sert à rien d'avoir Roglic dans un groupe de 10 au sommet du Poggio. C'est clair. Tandis que Laporte ça sert plus parce que déjà il sait plus courir, il sait plus attaquer, puis surtout il a une meilleure pointe de vitesse. Donc moi je joue à Cycling Manager là, avec la Jumbo, pour samedi là. Ouais, faut faire rouler Roglic, soit dans la Cipressa pour fatiguer les sprinters, dont Pedersen par exemple, Mmh. soit, pied du Poggio, pleine balle et puis après Laporte il prend le relais pour mettre Van Aert sur orbite. Ou alors ouais, ça m'étonnerait quand même qu'il préserve aussi Laporte dans le Poggio. Je pense qu'il va être mis à contribution. Oui, ce sera Van Aert, Hem, l'ultra favori, voilà, mais bah, bon de sur toute un façon, malentendu, il est fort Laporte, mmh hein. mh. Je veux dire, Ouais, il enfin est en tout cas fort. sur Mmh mh. Paris-Nice, il est très fort, hein. Bah, Donc ouais, ouais, à voir. donc Et toi alors? OK. Un petit outsider? Alors, un outsider, j'ai mis, Matej Mohoric. Mmh. Voilà, bah, parce qu'il fait pas un grand début de saison, mais
il est toujours à l'aise sur les monuments, sur les courses qui sont longues. Ça lui va bien, il aime bien. C'est un coureur qui, quand tout le monde a mal aux pattes après 6 heures de vélo, lui, il est là. Il a fait un top 5 sur Milan-San Remo en 2019. Voilà, on l'a vu aussi sur Liège-Bastogne-Liège être dans le top 10 régulièrement. Et Mohoric, s'il a les cannes et qui suit bien, qu'il arrive à suivre dans le Poggio, ça peut être le gars qui te fait la descente ou qui pose une attaque où les gars sautent pas tout de suite dans la roue, se regardent. Il sent aussi la course, Ouais, Mohoric. carrément. Donc ça peut être à son avantage. C'est pas un favori parce qu'il n'a pas fait un début de saison qui lui permettrait de le mettre en favori. Mais ouais, voilà, il sort aussi d'une grosse année en 2021 qui, je pense aussi, lui a redonné confiance. Donc voilà, outsider, Mohoric, hein, je pense. Ouais, Voilà, carrément. L'année dernière, en plus, pendant le Tour de France, on l'avait un petit peu vu en mode comme Pogacar cette année. Hein, quand j'ai décidé de gagner, je gagne et vous pourrez rien faire, que vous soyez Van Aert, Van Der Poel ou les autres avec qui il avait pu être en échappée. Là, c'était l'étape avant le chrono, hein, où pareil, il sent super bien la course. Il attaque au moment où tout le monde a mal aux pattes. ouais, Et puis bon, une ouais, fois qu'il est parti, il est parti. ouais, c'est ça. Je sais plus qui est-ce qui est derrière lui. C'est pas Laporte qui est derrière lui, qui va faire 2. Et on se dit, Sur l'étape il avait peut-être les cannes pour aller. Ouais, sur l'étape de Libourne, c'est ça, c'est ouais. ça, hein. La Ouais, porte, ouais. ouais. Sur la Bon, dernière bref. qui gagne. Et la première étape qui gagne sur le Tour, celle du Creusot, Mmh. Mohoric, c'était l'étape la plus longue de Oui, 249 qui ressemblait à km. une classique, qu'en Voilà, plus il y avait eu le c'est feu ça. aux poudres d'entrée. Ouais, 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 carrément. ça avait été une super étape, mais Mmh mh. voilà, Mohoric, il est à l'aise sur Milan-San Remo, ça peut lui sourire. Alors très bien, moi j'ai comme deuxième outsider Alex Aramburu. On l'a Yes, vu, alors il fait pas un début de saison incroyable non plus, mais ça va, c'est correct. Et puis, on l'a vu les dernières années plutôt à l'aise, hein, dans ce monument. Bon, il est encore jeune, Alex Aramburu, hein, il continue de progresser et moi je pense que cette année, il va pouvoir aller nous faire quelque chose. Alors malheureusement pour lui, il est pas dans l'équipe la plus tactique de l'histoire, hein. Il est passé d'Astana à Movistar malheureusement, ça ne le servira peut-être pas, on verra. Mais je pense qu'intrinsèquement, c'est clairement un coureur qui a tout ce qu'il faut. Il est pas mauvais au sprint, il sent bien les coups aussi. Je trouve qu'il est assez bon pour pas forcément donner le coup de pédale. C'est un peu le mec où tu regardes le groupe, ouais. tu dis: «Attends, On le voit pas, hein. c'est qui le maillot là? Ah tiens, c'est le» On le voit jamais, ouais, lui. ouais, C'est marrant, et hein. puis quand tu dis dans le groupe, tu fais: «Ah ouais, attention, faut se méfier quand même. Ouais, Aramburu, il est ouais. là, s'il est en forme, que ça arrive groupé, il est bien capable d'aller chercher quelque chose». Donc en outsider, moi je le mets, puis j'aimerais bien, le voir aller chercher une belle place, sur cette course. Je trouve que pour l'ensemble de ce qu'il nous a proposé jusqu'à maintenant, il le mérite. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que voilà, il a fait 7e en 2021 et en 2020 sur Milan-San Remo. Je pense que c'est une course qui lui plaît bien, déjà. Après, voilà, au niveau tactique, alors je sais pas, quand t'es pas dans l'équipe la plus forte à Milan-San Remo, tactiquement, tu pas Oui, non plus, grand-chose à faire, quoi. tu attends. C'est juste qu'il faut que tu aies des équipiers qui te protègent vraiment toute la journée, que tu bouffes le moins de vent possible, que tu t'alimentes, enfin voilà, après c'est des trucs à la con, entre Parce que la guillemets, mais fringale guette. tu t'alimentes, tu bois parce que la fringale guette, exactement. Et après, faut que tu aies les cannes pour suivre dans le Poggio. Là, tu as besoin, voilà, Rambourou, c'est pas lui qui va se dire: «Bon alors attends, Gros tempo, gros tempo. j'attaque à quel endroit dans le Poggio?» Non, lui, il sait qu'il Oui, va oui. devoir, se mettre à bloc pour suivre les attaques et puis après, soit, au sprint, soit tenter quelque chose. Mais c'est bien vu, moi je l'ai mis dans mon équipe, hein, aussi à Rambourou. Je sais que voilà, c'est un coureur qui peut faire quelque chose et c'est presque un top 10 assuré. Ouais, je crois qu'il était à 400 l'année dernière à Rambourou. Là, il est passé à Mmh, 600. Alors, il est devenu presque un peu cher. C'est un peu comme Cocard. C'est le ouais, border où tu te dis: «Ah!» ouais, parce que par ouais, contre, à 400 à Rambourou, c'est tous les jours, hein, qu'on le met. oui, C'est les yeux oui, c'est fermés. ça. Mais à 600, tu Tu réfléchis quand calcules, ouais. même, beaucoup plus, ouais, mais à 600 sur Milan-San Remo, je le mets. Ouais. Alors, deuxième Ouais. outsider pour toi? C'est Søren Kragh Andersen. Ah, j'ai hésité, j'ai hésité. Ouais, ouais, parce que c'est un gars déjà qui est hyper costaud parce que forcément, quand on parle des favoris de Milan-San Remo, c'est des costauds, mais c'est un gars qui sent la course.
C'est un gars qui sait, tu vois, c'est bien le genre à poser une attaque en bas de la descente ou dans le final et c'est pas le genre de coureur que les favoris vont forcément aller chercher tout de suite. Il peut bénéficier des 2-3 petites secondes où, Alors attends, est-ce que tu es en train de me dire que c'est mon coureur qui va emmener Laporte jusqu'à la victoire, ça? hein? Bah, faut que Laporte il saute dans la roue, hein. Oui, mais Pas c'est ce fait, que je disais, il saute dans la roue du mec qui attaque au pied de la descente. Ouais, ouais. Bah, peut-être, on peut peut-être écrire un scénario. Mais ouais, voilà, après, il sort pas d'une grande saison 2021, Ouais. Søren Kragh Andersen. Pareil, il était sur Paris-Nice. Il a quand même fait 5e de la dernière étape à Paris-Nice. Donc ça, c'est un des éléments aussi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, en fait, bah, il est en forme, le garçon. Je pense qu'il prépare aussi tranquillement sa campagne de classique. Et, euh, et ouais, je me suis dit bah, voilà, que ça pouvait faire un bon outsider pour samedi. Très bien. Je t'avoue que j'ai hésité aussi, puis j'ai trouvé sa pointe de vitesse un peu rédhibitoire. Mmh, c'est vrai. Peut-être que je me suis trompé, je l'ai vu, l'année dernière, il fait quoi? Il fait 11 ou 12, non? Quelque chose comme ça? Sur Milan-San Remo? L'année Pas dire de dernière, bêtises, je enfin, vais je vais te dire ça, il fait 9e. ouais, Il 9e, fait voilà, 9e. et je me suis dit: Mais «Bon, oui, il a des limites au sprint, ce qui fait que bah, oui, c'est en gros, je pense que c'est soit il gagne, soit il fait 12e, quoi. et d'ailleurs, petite question, Adrien, qui est-ce qui emmène Stuyven l'année dernière? J'ai pas re-regardé. Qui est-ce qui emmène Stuyven Ouais, tu sais, il y a un mec dans le qui lui met final? un relais du démon, là. C'est Casper Pedersen, je Ah, crois. c'est Casper. De tête, mais je suis pas, Putain, faudrait retrouver parce que dans ma tête, je je suis savais pas plus si 100 c'était, sûr. Søren Kragh Andersen ou pas, mais il y a un mec là qui lui met ce fameux relais, tu sais, Ah, où mais c'est peut-être lui c'est parce que dans Casper Pedersen, il a fait 120e de Milan-San Remo, donc ça peut pas être lui. non, mais faudrait Ah non, regarder. mais je crois que tu as Je raison, crois que c'est c'est lui, Soren. hein. Tu sais Mais oui, mais tu sais, c'est lui. tu vois le relais qu'il lui Oui, met, oui, puis tu oui. sens que le mec qui met le relais, il Ah est bah, là genre: lui «Bah, tu sais quoi mec? Ce sera pas un sprinter qui va gagner ouais, cette année, c'est moi mais qui c'est te le ça. dis». Ouais, exactement, il lui donne la victoire. Non, mais tu as raison, je crois que c'est lui. Je crois que c'est Il lui. me semble, hein. Bon Ouais, bref, en ouais, tout cas, ouais. si jamais c'est pas lui et que vous voulez, nous tirer les oreilles dans les commentaires, n'hésitez pas, on Hop, acceptera. hop. On Ouais, acceptera. OK. on n'a pas assez révisé. Non, 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 et puis alors moi, je vous avoue que là, j'enregistre dans des conditions, j'ai pas les mains libres pour aller me me chercher une petite stat, donc on fait comme ça. Alors, on termine par nos petits coups de cœur, on va s'en mettre 2. Alors moi, je vais commencer par un coup de cœur, je crois qu'Adrien, on a le même. C'est notre ami Guirmet, Oui, oui, alors, un Guirmet, Paris-Nice exceptionnel. ouais, ouais, il a été toujours hyper présent. Dès que les courses sont un petit peu difficiles, qu'il y a des bosses qu'il faut finir au sprint, il a quand même une bonne pointe de vitesse. Heu et bah, il fait 10e de Milan-Turin là cette semaine où Oui, c'est arrivé au sprint, hein. j'ai vu. Heu, c'est à noter, c'est pas crucial comme perf. Ouais, coup de cœur parce que, bah, moi j'ai surtout hâte de voir ce qu'il peut donner sur un Milan-San Remo. Ça va Mmh. être son premier monument, donc il va aussi découvrir, bah, des courses, aussi longues. J'insiste beaucoup là-dessus, mais enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence entre les monuments et les autres courses et pour des coureurs, Tu bah, profites c'est de là aussi l'absence de où Raph. ouais, voilà, pour pas être, contredit, et je pense que aussi pour des coureurs, jeunes comme ça, bah, c'est là où ils découvrent si vraiment ils sont faits pour les monuments ou pas. Ouais. Heu, hem donc ouais, je vais le surveiller, assez attentivement, voilà, puis, bah, je trouve que ça aurait de la gueule, un Érythréen qui gagne Milan-San Remo, moi De ça me plaît ouf. bien ça, De ouf, et puis, comme tu disais, il a été, enfin voilà, il a été balèze, il a été présent, il est allé se frotter au tout meilleur depuis le début de la saison, et puis petit point Cycling Fantasy, bah, il coûte 200, merde, hein. Il coûte Ah oui, c'est 200, ça. donc aujourd'hui ne pas le mettre sur toutes les courses sur lesquelles il s'aligne, c'est presque un blasphème, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ouais, non, ça va être, intéressant. Il va partager, je pense, le leadership avec Alexander Kristoff, Ouais, qui est en forme aussi heu lui, hein. qui est en forme, ouais, et mais du coup, ça peut peut-être aussi, bah, voilà, donner un peu plus de liberté à Guirmeil et peut-être qu'il va se sentir aussi de suivre plus facilement, je sais pas, une attaque de Søren Kragh Andersen avec Christophe Laporte dans la roue, par exemple, et les régler tous les 2 au sprint. Non, 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 Heu, non.
Non, 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 c'est pas dans le pronostic ça. Après top 2, top 2. OK, est-ce que tu as un deuxième coup de cœur? Ouais, alors moi j'avais noté, Anthony Turgis, Ouais, heu, bah, parce que voilà, on sait qu'il est à l'aise sur les monuments, il fait il fait 10e une de belle Milan-San place, hein? Remo Ouais, l'an dernier. l'année dernière, Mmh. il arrive, voilà, il arrive dans le groupe pour la gagne. Hem, j'ai vu qu'il avait aussi énormément travaillé ses sprints en fin de course, quand il arrive, Il fait très une très belle fatigué 5e place sur Paris-Nice. Au sprint, hein, d'ailleurs, il va et se frotter avec ouais, ouais, les tout grands, hein. ouais, ouais, sprint et je pense que ses objectifs, ils sont quand même un petit peu plus loin sur les classiques pavés, mais bon voilà, s'il est en forme et bon l'avantage alors l'avantage, c'est ce que je disais il y a encore un mois, mais maintenant je sais pas si c'est un avantage, c'est d'être équipier de Sagan, donc du coup d'avoir de plus de liberté. Mais d'ici que Sagan, il saute dans la Cipressa, on est quand même pas à l'abri de ça, donc je pense que Turgis, il va juste être leader de son équipe, point barre. Tu es en train de me dire que Sagan, il mange plus de crêpes qu'il fait de tours de vélo en ce moment, c'est ça? C'est possible que là, du côté de la Vendée, il a dû trouver, une spécialité locale, qui doit être pas mal l'ami Peter, hein. Ouais, ouais, je vois. Écoute, moi aussi, je l'avais mis, j'ai mis Turgis d'ailleurs, il est dans mon équipe et il y a un autre gars qui était dans mon équipe, j'en parle rapidement parce que je le sentais bien cette année, mais il a sauté, c'est Nassen. Oliver Ouais, Nassen qui fait un bon début de saison. En plus, pareil, sur Cycling Fantasy, il est redescendu à 400. Donc, il était vraiment très intéressant. J'étais dégoûté de voir qu'il ne participerait pas comme Stuyven. Je me suis dit: «Mais en fait, le monde est contre moi pour ce Milan-San Remo». Et moi, bon, bah, je vais faire ma traditionnelle, hein, je vais faire ma petite dédicace, pour, Bryan Coquard en 2e coup de cœur, qui fait, bah, toujours un aussi beau début de saison. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était avant Paris-Nice. Pendant Paris-Nice, il nous a réconfortés, hein. Enfin, je veux dire, le gars, il fait 2 derrière Mats Pedersen, je crois, en arrivant à revenir sur Van Aert et puis ouais, toujours avec ce côté, comme il l'avait déjà fait, dans les courses de début de saison là sur l'Étoile de Bessèges, le mec ne lâche rien quoi. Je veux dire, tu es au ouais. sprint avec Bryan Coquard, si c'est difficile, c'est jusqu'à la ligne qu'il faut tenir quoi. Tu lèves les bras un peu tôt, tu vois un petit mec qui passe sur le côté avec son maillot blanc et rouge là, puis en fait tu as levé les bras dans le vent quoi. Alors, je sais que tu as certaines interrogations, sur lui quant à sa capacité à tenir, les 250 bornes et quelques de Milan-San Remo là. Mais écoute, moi je le sens bien. Je me dis que si il vient sur cette course-là, en plus avec la Cofidis, bah, c'est pour faire quelque chose de positif et j'aimerais bien voir un Bryan Coquard aller tutoyer un petit top 5 là. Ce serait pas mal. Ouais. Non, c'est vrai que s'il vient sur la course, c'est qu'il a de l'ambition et puis, qui pense, gagner, hein. Je pense que voilà, tout que comme tu le dis, c'est un gars qui lâche rien et il vient pas sur Milan-San Remo en se disant: «Bon, ah, peut-être que je vais passer avec». Non, non, il va vouloir s'accrocher. C pour lui, le Poggio, c'est pas quelque chose d'insurmontable, du tout. Après, ça va voilà, moi ça va monter hyper vite après 280 bornes et Bryan Coquard, je trouve que sur les courses de plus de 200 kilomètres et ben, il a du mal et sur vraiment des une course, qui va être longue comme ça, Milan-San Remo, bon, il l'a fait une fois en 2014, c'était un autre temps, il a abandonné, mais même il a participé au Tour des Flandres ces dernières années, il a jamais fini la course et pour moi la distance de Milan-San Remo, c'est vraiment un handicap pour lui et j'ai l'impression que c'est le genre de coureur, bah, qui ou est plus aussi frais que d'autres, au bout de 6-7 heures de vélo. Donc on verra si je me trompe, samedi, mais moi je crois pas trop en Bryan Coquard sur Milan-San Remo. Eh bien, tu as tort, sache-le. Allez! Ça En c'est tout fait, le mot de la fin. on vous remercie de nous avoir suivis. On espère que vous serez nombreux devant votre petit poste, votre écran ou autre, ce samedi pour suivre Milan-San Remo. En attendant, si vous n'avez pas fait encore votre compo Cycling Fantasy ou même si vous ne connaissez pas l'application, téléchargez l'application Cycling Fantasy et rejoignez-nous sur notre ligue privée avec nos amis
compagnie de Cycling Legend, notre ligue Fringale Legend, sur laquelle on s'affronte. On l'a fait sur Paris-Nice, là. On a vu moi, je me suis bien fait rouster, hein, j'ai pas honte de le dire. Mais on se retrouvera du coup pour notre deuxième course sur Milan-San Remo ce week-end. Également, si vous appréciez le contenu, que vous avez apprécié cette preview, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à notre page Instagram. On s'excuse encore pour la semaine dernière, on devait vous sortir une super émission débrief sur l'Estrade Bianche, mais notre matériel informatique en a décidé autrement, donc on est de retour cette semaine en espérant pérenniser ça sur les semaines à venir. Adrien, t'es chaud pour samedi ? Bah, écoute, je suis super chaud. Moi, c'est un monument, comme je disais en intro, que j'adore regarder, et je trouve que c'est le seul où il y a une tension comme ça qui monte crescendo, et tu sais que ça va se jouer en 5 minutes. Et moi, j'aime bien la demi-heure qui précède, où voilà, ça monte tout doucement. Et puis, bah, je voulais aussi profiter de ce mot de la fin pour remercier toutes les personnes qui jouent à Cycling Fantasy et qui ont intégré notre ligue. On a été énormément surpris du nombre de personnes qui, du coup, étaient dedans. Et puis, bah voilà, ça fait plaisir. Il y a un petit chat pour pouvoir discuter aussi dessus, se donner deux trois avis sur les courses et les coureurs. Donc, bah, n'hésitez pas à utiliser ça, c'est toujours sympa de pouvoir échanger ensemble là-dessus. Alors samedi, plus que jamais, sur ce premier monument de l'année, pensez à vous alimenter et surtout pensez à ne pas vous endormir. C'est un coup à se réveiller 10 minutes après l'arrivée et de ne pas avoir vu le meilleur de Milan-San Remo. On vous fait des bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous alimenter car la fringale guette, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao mesdames, messieurs, ciao Adrien. Bientôt, ciao ciao.